Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo rattachée au cours d'approche méthodologique aux sciences de l'environnement de l'Université de Liège. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un mémoire de fin d'études réalisé par une étudiante du Master en sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Liège en 2021-2022, Marie Berthollet. Cette étudiante a travaillé sur la question de la définition des prix justes dans les coopératives citoyennes de circuits courts et s'est posé la question de savoir comment traduire les projets collectifs en matière de système agroalimentaire. Le mémoire complet de l'étudiante est disponible via le lien web qui apparaît à l'écran, lien également disponible sous cette vidéo. Notez aussi que vous retrouverez sous cette vidéo un lien vers le diaporama utilisé comme support à cette vidéo, de même qu'un lien vers la page d'accueil de cette chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez toutes les vidéos. Avant de revenir de manière plus détaillée sur la question de recherche de l'étudiante et à la méthode qu'elle a mise en place pour y répondre, clarifions d'abord la notion de coopérative, puisque c'est dans ce milieu des coopératives citoyennes de circuits courts alimentaires que l'étudiante a réalisé son mémoire. Une coopérative peut se définir comme suit. C'est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Précisons également ce que l'on entend par circuit court alimentaire. Un circuit court alimentaire est un système de commercialisation de produits agricoles ou alimentaires qui implique un nombre limité d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, souvent aucun ou un seul. Les objectifs principaux des circuits courts alimentaires sont de réduire la distance physique et sociale entre producteurs et consommateurs, soutenir l'économie locale, garantir la fraîcheur et la traçabilité des produits, et limiter l'empreinte environnementale liée au transport et à l'emballage. Notons également en passant que ce mémoire a été réalisé selon une approche relevant des sciences humaines. C'est une particularité de cette présentation en comparaison à la majorité des présentations faites dans les autres vidéos rattachées à ce cours. Maintenant que nous savons mieux dans quel contexte se place ce mémoire de fin d'études, nous allons prendre quelques minutes pour comprendre comment l'étudiante a construit sa question de recherche. En effet, la conception d'une question de recherche nécessite en général une réflexion approfondie en amont, qui permettra de s'assurer que la question de recherche sur laquelle le chercheur ou la chercheuse s'apprête à se pencher est tout à fait pertinente. Pour construire sa question de recherche, l'étudiante s'y est prise de deux manières complémentaires. Premièrement, elle a participé à une série d'événements, que nous allons passer en revue. Et deuxièmement, elle s'est évidemment basée sur une revue de littérature, afin de réaliser un état de l'art autour de sa question de recherche. Concernant le premier point, l'étudiante a participé à une série d'événements abordant la thématique du prix juste au sein des coopératives de circuits courts alimentaires. À titre d'exemple, elle a participé à la mise au vert du collectif 5C, un collectif qui fédère, soutient et défend une quarantaine de coopératives citoyennes de distribution alimentaire en circuit court, en Wallonie et à Bruxelles. Elle a participé à une soirée d'échange, circuit court et prix juste, organisée par le réseau des GAZAP, les groupes d'achat solidaires de l'agriculture paysanne. Elle a également participé à une conférence participative à l'Université populaire d'Anderlecht sur le thème de la good food au-delà des sentiers bobos. Et enfin, elle a participé à une soirée de formation de l'Université populaire paysan artisan autour de la question agriculture paysanne, quel modèle d'entreprise pour avoir un revenu décent, des produits de qualité et du plaisir à travailler. L'étudiante s'est donc en quelque sorte immergée dans et confrontée à la réalité du monde des coopératives de circuits courts alimentaires et de ses acteurs, afin de mieux comprendre ce milieu et ses enjeux, et par là, nourrir sa réflexion concernant la construction de sa question de recherche. Le deuxième axe mobilisé par l'étudiante pour construire sa question de recherche est un axe beaucoup plus classique et inévitable, à savoir la réalisation d'une revue de littérature afin de réaliser un état de l'art autour de sa question de recherche, la définition des prix justes dans les circuits courts. Cette revue de littérature lui a permis de synthétiser la façon dont cette question est étudiée en sociologie, afin d'identifier et de disposer d'un cadre théorique ou d'un cadre d'analyse adapté pour étudier les coopératives, et de mettre en évidence des pistes de recherche. À l'écran apparaît un extrait de la table des matières du mémoire de l'étudiante qui se focalise sur la section État de l'art et cadre d'analyse. Il est intéressant d'en dire quelques mots car on peut y constater la présence d'une série d'éléments importants figurant en général dans ce type d'état de l'art, à savoir
Une section terminologie. Il est en effet toujours très important de bien définir dès le début les concepts qui vont être mobilisés dans le cadre d'une recherche, afin d'éviter un maximum de confusion ou d'ambiguïté, et simplement pour savoir clairement de quoi on parle. Notons ensuite la présence d'une section cadre d'analyse, la théorie de la régulation sociale. Dans cette section, l'étudiante va présenter et justifier le cadre d'analyse qu'elle a choisi pour analyser son sujet d'étude. Nous y reviendrons de manière détaillée un peu plus tard. Soulignons également la présence d'une section Research Gap, que l'on pourrait traduire en français par manque de connaissances ou de recherche par rapport à un sujet particulier. Cette section est importante car elle va permettre de mettre en évidence les connaissances manquantes par rapport au sujet qui intéresse la chercheuse, et en quelque sorte, cela va permettre de justifier et de rendre pertinente la question de recherche qui sera formulée un peu plus tard dans la section méthodologie de ce mémoire. L'étudiante termine d'ailleurs sa section état de l'art et cadre d'analyse en identifiant des pistes de recherche pertinentes au vu de tout ce qui aura été présenté en amont dans cette section. Revenons maintenant quelques instants sur le cadre d'analyse que l'étudiante a choisi pour analyser son sujet d'étude. À travers sa revue de littérature, l'étudiante s'est rendue compte que les coopératives alimentaires de circuit court présentent un certain niveau d'hybridation ou d'articulation entre le système alimentaire conventionnel et les systèmes alimentaires alternatifs. En effet, de par leur coexistence avec le système alimentaire conventionnel, les systèmes alimentaires alternatifs se voient imposer une série de contraintes en ce qui concerne par exemple l'offre et la demande sur le marché, les prix des produits, la concurrence sur le marché, etc. En clair, et à titre d'exemple, les systèmes alimentaires alternatifs ne pourraient probablement pas vendre un produit donné, par exemple des tomates, à un prix très élevé si le système alimentaire conventionnel coexistant propose le même produit ou un produit suffisamment similaire à un prix beaucoup plus restreint. Notons également que les systèmes alimentaires alternatifs se doivent en quelque sorte de se différencier du système alimentaire conventionnel pour pouvoir justifier notamment leur raison d'être et les prix qui y sont pratiqués. Alors se pose la question qui est au centre de la recherche de l'étudiante: comment les coopératives combinent des logiques d'action alternatives et conventionnelles pour définir des prix justes? Comment font-elles pour fonctionner correctement, notamment en définissant des prix justes, tout en devant coexister avec le système alimentaire conventionnel hyper compétitif? Afin de répondre à ces questions, l'étudiante a identifié dans la littérature, comme cadre d'analyse pertinent, la théorie de la régulation sociale, TRS. La TRS, pour l'expliquer simplement, est un cadre d'analyse qui va permettre de mieux comprendre comment les collectifs, dans ce cas-ci les coopératives alimentaires de circuit court, traduisent leurs projets collectifs en actions collectives concrètes, en passant par ce que l'on va appeler des activités de régulation, qui dans ce cas-ci correspondent en particulier à la manière dont les coopératives vont définir leurs prix. Ces activités de régulation détermineront le mode de fonctionnement des coopératives et permettent donc de traduire un projet concret initial en un mode d'action qui fonctionne et permet d'exister et de perdurer dans le temps. Sur base de sa revue de littérature, l'étudiante a formulé l'hypothèse que dans les circuits courts alimentaires, les prix justes seraient construits par des processus démocratiques permettant aux collectifs de définir et de traduire leur projet de système alimentaire. Pour le dire plus simplement, l'étudiante émet l'hypothèse que dans les circuits courts alimentaires, les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les producteurs et les vendeurs, dialoguent entre eux ou font appel à des processus démocratiques pour déterminer des prix considérés comme justes par l'ensemble du collectif. Cette hypothèse a conduit l'étudiante à formuler sa question de recherche principale comme suit: quels sont les processus de définition des prix justes dans les coopératives alimentaires de circuit court et comment ces processus traduisent les projets collectifs en matière de système agroalimentaire? Pour répondre à cette question de recherche, l'étudiante va mobiliser un cadre d'analyse qui croise la théorie de la régulation sociale, la TRS évoquée tout à l'heure, et la sociologie des agencements marchands, que nous ne présenterons pas ici. L'étudiante indique ensuite que ce cadre d'analyse invite à s'intéresser à deux notions principales: d'une part le projet de coopérative en tant que tel, et d'autre part les activités de régulation qui ont lieu au sein de la coopérative et qui permettent de la faire fonctionner. L'étudiante va donc ensuite développer ces deux notions principales
projet et régulation dans 2 sous-questions de recherche qu'elle présente ensuite. La première sous-question de recherche est donc logiquement: quel est le projet porté par les coopératives citoyennes de circuit court? Pour faire cette analyse, l'étudiante va se baser sur 3 sources d'information: les discours promotionnels des coopératives, utilisés sur leur site internet, sur leurs flyers, etc. Les principes avancés dans des documents de référence des coopératives, comme par exemple les chartes, les statuts, etc. Et enfin, sur des extraits d'entretien avec des personnes impliquées dans les coopératives. Et la deuxième sous-question de recherche que l'étudiante a formulée correspond à: quelles sont les régulations qui encadrent la définition des prix dans les circuits courts et quelle est leur logique sous-jacente, alternative ou conventionnelle? L'étudiante tentera de répondre à cette question, à nouveau en investiguant les différentes sources d'informations citées juste avant. Et enfin, pour vérifier son hypothèse initiale, l'étudiante s'est intéressée à la façon dont se déroulent les activités de régulation, avec une attention particulière portée à la gouvernance et à la place des processus démocratiques et participatifs dans les coopératives, dans la formation de leurs projets, dans la construction des attentes collectives, par exemple lors de la rédaction de la charte, et dans leur traduction en activités de régulation. Maintenant que nous avons vu de manière détaillée comment l'étudiante a construit sa question de recherche, et donc en quelque sorte quelle méthodologie l'étudiante a suivie pour construire sa question de recherche, nous allons nous intéresser, dans cette deuxième partie de la présentation, à la méthodologie qui a été suivie par l'étudiante pour, cette fois, répondre à sa question de recherche. Dans un premier temps, il a été nécessaire d'identifier, de sélectionner les coopératives qui feront l'objet de l'étude. En effet, il existe un très grand nombre de coopératives alimentaires de circuit court, et il n'aurait pas été possible de toutes les enquêter. 4 coopératives ont été sélectionnées par l'étudiante, parmi le collectif 5C, qui est un large réseau de coopératives wallonnes et bruxelloises qui partagent la même philosophie, les mêmes valeurs et la même stratégie. L'image donne un aperçu de la cartographie des coopératives de ce réseau. Un critère supplémentaire ajouté par l'étudiante pour sélectionner les coopératives était que celle-ci ait ouvert un magasin. Sans rentrer dans les détails, le collectif 5C différencie 4 types de magasins: les magasins de coopératives, les supermarchés coopératifs, les magasins de coopératives de producteurs et les magasins de coopératives et de producteurs. Alors initialement, l'étudiante avait sélectionné uniquement des magasins de coopératives pour mettre en évidence les différences de fonctionnement et de projet qui peuvent exister au sein d'un même type de coopérative. Ceci a abouti à la sélection des 3 magasins de coopératives affichés à l'écran. Dans un deuxième temps, l'étudiante a intégré, en plus, un supermarché coopératif, afin de pouvoir interviewer des consommateurs qui font aussi du travail bénévole dans le magasin. Une fois les coopératives cibles de l'étude identifiées, l'étudiante a procédé à la collecte d'informations sur ces coopératives pour répondre à sa question de recherche. L'étudiante s'est basée sur 4 sources d'informations. Premièrement, des entretiens semi-directifs avec 8 personnes représentant les coopératives ciblées. Ces 8 personnes, ainsi que les coopératives dans lesquelles elles sont impliquées et le rôle qu'elles y jouent, sont repris dans le tableau bleu qui apparaît à l'écran. Comme deuxième source d'information, l'étudiante a utilisé les outils promotionnels des coopératives, comme leur site internet, leurs flyers et leur page Facebook. La troisième source d'information correspond aux documents de référence des coopératives, tels que chartes, statuts et appels à épargne. Et enfin, l'étudiante s'est également servie de sa participation à la série d'événements annexes déjà mentionnés en début de présentation, conférences, soirées, etc., pour mieux comprendre le fonctionnement de ces coopératives. Attardons-nous maintenant quelque peu sur ce que l'on entend par entretien semi-directif. Un entretien semi-directif se déroule sous la forme d'un dialogue, d'une conversation, entre le chercheur et les enquêtés, en s'appuyant sur un guide d'entretien. Nous allons revenir sur cette notion de guide d'entretien juste après. Le chercheur prépare et teste en amont, sur base d'une recherche exploratoire, dans la littérature ou via des échanges avec des personnes ressources, une série de questions ouvertes qui constitueront le guide d'entretien. Les données recueillies devront ensuite être interprétées par le chercheur.
Dans le cadre de cette étude, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de personnes ayant des rôles différents au sein des 4 coopératives sélectionnées, à savoir des porteurs de projets des coopératives, un producteur et 2 consommatrices bénévoles. Ces entretiens ont fait l'objet d'une retranscription pour en faciliter l'analyse a posteriori. Et donc, cette retranscription a en quelque sorte constitué la base de données sur laquelle l'étudiante a travaillé. Pour information, mis à part les entretiens de type semi-directif utilisés par l'étudiante dans le cadre de cette étude, il existe également ce que l'on appellera des entretiens directifs et à l'inverse des entretiens libres. Bien que ces 2 autres formes d'entretien n'aient pas été utilisées par l'étudiante dans le cadre de cette étude, nous pouvons rapidement les définir en passant. Lors d'un entretien directif, l'intervieweur posera des questions très précises, bien évidemment planifiées à l'avance, et dans un ordre fixé. Les questions seront fermées ou très ciblées, et l'objectif est généralement d'obtenir des réponses comparables d'un participant à l'autre. A l'inverse, des entretiens libres, quant à eux, correspondent plus à un discours libre de la part de la personne interviewée, et l'intervieweur se cantonne à la relancer ou à l'encourager sans diriger la conversation. Et afin que vous voyez concrètement à quoi ressemblent ces guides d'entretien, voici un extrait du guide d'entretien porteur de projet utilisé par l'étudiante. Un guide d'entretien sera bien évidemment initialement construit en fonction des objectifs de la recherche et des informations recherchées. Mais il faut savoir qu'un guide d'entretien n'est pas nécessairement figé dans le marbre après sa conception initiale. Il peut en effet évoluer au fil du temps et typiquement subir des reformulations de certaines questions après les premiers entretiens, lorsque la chercheuse se rend compte, lors des interviews des enquêtés, que par exemple, des informations importantes n'ont pas été communiquées aux enquêtés pour qu'ils comprennent bien le contexte et les objectifs de l'étude, lorsque la formulation de certaines questions pose un problème de compréhension aux enquêtés, ou encore lorsqu'un manque de logique dans la chronologie des questions est constaté. Dans le cadre de cette recherche, l'étudiante a procédé à la reformulation de certaines questions après les premiers entretiens, en particulier, et la formule est jolie, pour passer de questions qui n'avaient de pertinence que dans l'univers de sens de la chercheuse, vers des questions qui faisaient sens pour les enquêtés. En effet, il n'est pas rare que le chercheur se soit tellement familiarisé avec des concepts relativement complexes ou peu courants, lors de son immersion dans la littérature scientifique à propos de son sujet d'étude, que ces concepts lui soient devenus tellement familiers qu'il les considère comme connaissances normales acquises, et qu'il en oublie que cela n'est pas nécessairement le cas pour les personnes enquêtées, qui, elles, ne sont pas passées par cette phase de consultation de et d'imprégnation approfondie par la littérature scientifique. Il y a donc en quelque sorte un effort de vulgarisation à faire par le chercheur lorsqu'il réalise ses interviews, afin de s'assurer qu'il soit bien compris par les enquêtés. Enfin, concernant les modalités pratiques de rencontre des enquêtés, étant donné que les enquêtes se sont déroulées pendant la pandémie de Covid-19, des rencontres en présentiel n'ont pas été possibles. Les interviews se sont déroulées soit en visio, soit par téléphone, avec une préférence des enquêtés pour le téléphone. Faisons maintenant rapidement un petit zoom sur ce guide d'entretien semi-directif. On y voit que l'étudiante commence par une petite introduction dans laquelle elle va rappeler le contexte de sa recherche. Ensuite, elle aborde la genèse de la formation de la coopérative, les motivations, attentes et objectifs des membres de la coopérative, etc. Et ensuite, et c'est le point qui correspond à la question de recherche de l'étudiante aborde le concept de prix juste. À quoi cela correspond-il selon la coopérative? Comment est-il défini? Quels sont les moyens mis en œuvre pour définir ces prix justes? Etc. Alors l'étudiante aborde également dans son guide d'entretien, entre autres, les questions de gouvernance, de fonctionnement démocratique au sein de la coopérative et de concertation entre consommateurs, producteurs et autres acteurs de la coopérative. Et l'entretien se termine en abordant le rôle des coopératives dans la définition de prix plus justes. Voilà, après avoir détaillé la méthodologie suivie par l'étudiante, nous arrivons maintenant aux résultats obtenus. Nous n'allons cependant pas nous intéresser aux résultats en tant que tels, mais plutôt à la manière dont ils sont présentés, ce qui, en quelque sorte, fait également partie de la méthodologie suivie par l'étudiante. À la lecture du mémoire, nous pouvons constater que la section résultats présente très régulièrement des retranscriptions d'extraits des paroles des personnes interviewées,
Retranscriptions qui sont présentées en support aux analyses et affirmations faites par l'étudiante. Ces extraits d'interview sont repris dans le texte, entre guillemets et en italique, comme vous pouvez le voir à l'écran. En guise d'illustration, je vous lis un exemple d'une phrase extraite de l'interview de Marc de Tender, reprise telle quelle dans le mémoire. La question du prix juste, c'est qu'on sait ce qu'on paye. Voici un autre exemple d'extrait d'un entretien repris tel quel dans le mémoire. Il s'agit ici d'un entretien avec Benoît Dave, une des personnes enquêtées, qui dit « Pour l'ensemble de nos membres, sauf pour les maraîchers, les prix sont fixés par les producteurs. » Et enfin, voici à l'écran un troisième exemple issu de la section Analyse et interprétation du mémoire. Voilà, cette manière de présenter les résultats, faisant intervenir abondamment des extraits d'interviews, est assez typique et caractéristique des recherches réalisées en sciences humaines et sociales, et il me semblait intéressant de mettre cette particularité en évidence avec quelques exemples. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre la méthodologie suivie dans ce mémoire. Tant en ce qui concerne le processus de construction de la question de recherche et le cheminement intellectuel qui y est associé, que concernant la méthodologie qui a été effectivement implémentée pour répondre à la question de recherche. Cette vidéo vous aura également donné un petit aperçu de certaines spécificités liées à une recherche relevant des sciences humaines et sociales, en particulier en ce qui concerne la manière de mener une enquête et d'en présenter les résultats. Et pour ma part, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.